retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange à la fois philosophique mais aussi politique, car l'actualité est très dense en ce début du mois de juillet. Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français, qui est d'ailleurs plutôt une lettre au parti politique en réalité, pour demander aux forces républicaines de s'accorder afin de bâtir une majorité solide, capable de gouverner. On va voir ce que vous en pensez. Vous estimez que le président a en réalité lancé une ou plutôt plusieurs grenades dégoupillées dans les jambes de la France. Vous allez nous expliquer pourquoi. La gauche, de son côté, a elle aussi une responsabilité dans ce qui se passe à vos yeux, en acceptant de s'associer à la France insoumise notamment et d'accepter une forme d'hystérisation de la vie politique. Là aussi, j'attends votre avis. La droite, les Républicains, elle tente de retrouver des couleurs après avoir survécu aux législatives. Elle envisage, à certaines conditions, d'accepter une coalition de projets avec Emmanuel Macron sur certains textes. Enfin, la vraie question, Michel, qu'ont compris au final nos élites politiques du message que leur ont envoyé les Français, aussi bien aux européennes qu'au premier tour des législatives, en votant massivement pour le Rassemblement national? Pas grand-chose, peut-être. Votre analyse, c'est dans un instant. On va commencer, Michel, par Emmanuel Macron, que vous n'épargnez pas, cela ne m'étonne pas, notamment après cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale qui a plongé le pays dans une grande incertitude. Aujourd'hui, on a un sondage, c'est CNews pour Europe 1 et le JDD, qui dit que 77% des Français sont inquiets. C'est beaucoup, les 2/3 des Français inquiets. C'est la résultante, pour vous, du climat politique. Il y a un lien évident. Oui, bien sûr, mais depuis 7 ans. Moi, j'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait Foutriquer. Je n'ai pas attendu ce qui se passe pour savoir qui était le personnage, comment il fonctionnait, ce qu'il était, et la promesse que c'était pour la France. Promesse, c'est une façon de plaisanter, évidemment. C'est un personnage quand même très égocentré, très narcissique. Et quand il dit à Oradour-sur-Glane, tout est symbole et tout fait signe, qu'il a lancé une grenade dégoupillée pour voir ce que ça allait produire comme effet, c'est terrible. Alors, c'était en off, hein, évidemment, c'était des propos rapportés du président, il ne les avait pas dit publiquement. Il n'y a pas de off pour un président de la République. Oui, il n'y a pas de off. Un président de la République, c'est quelqu'un qui est 24 heures sur 24 président de la République. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, là c'est en off, j'ai le droit d'être en Bermuda, en survêtement, j'ai le droit de je ne sais pas quoi. Non, il y a un moment donné où, quand on est devenu chef de l'État, on porte la souveraineté nationale, c'est-à-dire on a l'onction du peuple, et il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait pas, et on sait très bien qu'alors qu'il y a des téléphones portables partout, quand on parle, quand on est filmé... Tout peut être rapporté. Et c'est toujours le président de la République qui s'exprime. Bon, on va juste l'écouter parce qu'il était au sommet de l'OTAN à Washington cette semaine. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur la politique française, mais néanmoins, il a dit quelques mots. Écoutez-le. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu confirmer à l'ensemble de mes homologues et alliés que la France aurait une approche de continuité de ses engagements internationaux, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Alliance ou du soutien à l'Ukraine, car les forces politiques qui constituent une majorité à l'Assemblée sont en faveur de ces lignes. Et qu'en aucun cas, ce sont les forces qui les remettaient en cause qui ont dégagé une majorité. Ça les a rassurés. Par ailleurs, la France a une constitution claire en ces domaines qui permettent d'assurer la continuité de sa politique étrangère et sa crédibilité internationale. Voilà pour ce que dit Emmanuel Macron depuis Washington. Michel Onfray, est-ce qu'il a raison de dire que la crédibilité de la France n'est pas entachée à l'international ? Et depuis Louis XIV, personne ne nous avait fait le coup de l'État c'est moi, à ce point. L'État c'est moi, la France c'est moi. Le peuple n'existe pas. Quand le peuple s'exprime, l'expression du peuple n'existe pas. Le désir du peuple n'existe pas, la volonté du peuple n'existe pas. Quand le peuple, ce sont les gilets jaunes, ça n'existe pas. Quand le peuple, ce sont les paysans dans la rue, ça n'existe pas non plus. Quand le peuple, ce sont tous les gens qui descendent dans la rue. Et il y en a eu beaucoup, des notaires. Moi, j'ai un copain notaire dans mon village qui m'explique le bazar que c'est dans le notariat depuis lui, en passant par les dentistes, et tout le monde a des raisons d'être mécontent. Cette façon de ne pas entendre le peuple est assez sidérante. Ça procède de l'autisme. Je sais qu'il faut utiliser ce mot-là avec précaution, mais enfin, disons que c'est de manière métaphorique. Il n'entend pas. Il n'entend pas quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu ? Ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 fois les présidentielles, on dira pour le coup sur des malentendus, c'est-à-dire sur l'hystérisation de la vie politique française en disant « Vive Marine Le Pen au second tour » et quand elle est au second tour, oh là là, c'est une fasciste, une nazie, il va falloir quand même un grand barrage contre le nazisme. Ça a marché depuis Mitterrand, c'est la jurisprudence Mitterrand, là, tout ce qui vient d'avoir lieu. D'où il est, là, il nous regarde et il doit bien se marrer, parce qu'effectivement, cette façon de dire on va utiliser le Front National comme justement des grenades dégoupillées. Le Front National, c'était évidemment l'appellation d'époque. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un moment donné où ça monte tellement qu'il est obligé d'instrumentaliser Carpentras, François Mitterrand. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on sait que ça a marché depuis
les années 80. Ça va faire 40 ans que ça fonctionne, qu'on nazifie, qu'on instrumentalise, qu'on prend des paroles, qu'on dit des choses très précises à Oradour-sur-Glane, qu'on dit des choses au musée de la Shoah pour nous faire savoir que le danger est grand. Mais il n'entend rien. C'est-à-dire qu'il a perdu je ne sais combien d'élections. Là, dernièrement, il a perdu les 2 tours des législatives. Il a perdu les européennes. Il avait perdu précédemment les européennes déjà. Quand on perd autant d'élections, d'abord, on n'est pas gaulliste, ça c'est évident. Quand il ajoute je ne sais quoi, une croix de Lorraine aux armes de l'Élysée, c'est pour faire drôle, c'est pour rigoler, c'est pour plaisanter. Le général de Gaulle, il s'en va. Il ne dit pas vous avez voté... Mais finalement, il n'y a pas de gagnant. Bien sûr que si, il y a un gagnant. Mais ça pose la question quand même des institutions de la 5e. Est-ce qu'elles sont faites pour ça, Michel Onfray ? Les institutions de la 5e, elles sont faites pour un homme normal. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'on lui dit. Elles ne sont pas faites pour quelqu'un qui se prend pour Louis XIV. Et je ne dis même pas Louis XVI, Louis XIV. C'est-à-dire une espèce d'État totalitaire, au sens second du terme, qui permet au chef de l'État de dire « c'est moi la France ». Et moi, j'ai décidé que. Vous avez voté ça, vous voudriez ça. Le bon sens voudrait que le Rassemblement national soit à Matignon, puisque finalement, en termes de voix, c'est le premier parti. En dessous, vous avez le nouveau Front populaire, et en dessous... Oui, mais ce n'est pas un nombre de sièges, évidemment. Et là, tout est la nuance, c'est la différence. L'esprit de la Ve République, c'est ça aussi. C'est de se dire que quand le général de Gaulle il fait des scores qui sont comme 60%, il n'est pas content, parce qu'il estime que ce n'est pas assez. C'est-à-dire, il ne se dit pas, moi j'ai 50,01%, ça me suffira. L'esprit de la Constitution, c'est pas ça du tout. L'esprit de la Constitution, d'ailleurs, même pour les législatives, c'est qu'on peut se dédire, bien sûr. On peut faire des alliances, bien sûr, qui sont des majorités de gouvernement, pas des majorités de haine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'avaient de commun tous ces gens-là qui ont pu être élus massivement, si ce n'est la haine d'un Rassemblement national fascisé, nazifié, antisémitisé, etc., etc. Alors que l'antisémitisme est du côté de ceux qui s'allient à la France insoumise. Je trouve ça extraordinaire qu'on nous dise attention à l'antisémitisme de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, 0 condamnation pour antisémitisme, alors que de l'autre côté, des vrais antisémites, on en a, pas des gens putatifs. On nous dit attention, il y a deux antisémitismes. Il y en a un qui est bon, c'est l'antisémitisme de gauche, parce qu'il permet d'arriver au pouvoir. Puis il y en a un qui est mauvais, c'est l'antisémitisme de droite. Sauf qu'il y en a un qui est vrai, qui est l'antisémitisme de gauche, puis il y en a un qui est faux. C'est-à-dire que je ne sache, Marine Le Pen n'a jamais été condamnée. Alors son père, les 2 volumes de mémoire, montrent un homme antisémite, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et à gauche, ils disent qu'il n'y a pas eu de condamnation pour antisémitisme. Mais parce que personne ne va au tribunal. Quand vous êtes en train de dire que... Je ne prends qu'un exemple. Quand Jean-Luc Mélenchon nous dit, alors que tous les crimes antisémites sont en train de grimper, il dit c'est résiduel. Vous vous rendez compte ? L'antisémitisme est résiduel. L'antisémitisme, quand je dis crime au sens juridique du terme, c'est-à-dire toutes les attaques contre... Mais c'est considérable. Il nous dit c'est résiduel. Vous avez aujourd'hui des juifs en France, des juifs français qui sont en train de nous dire qu'ils vont faire leur alia, c'est-à-dire qu'ils vont partir en Israël. C'est-à-dire qu'ils sont plus en sécurité dans un pays en guerre, bombardé par le Hezbollah, qu'en France, ou par l'Iran tout entier, qu'en France. Et ça n'attire l'attention de personne. Alors évidemment, comme on ne touche pas à cette vache sacrée qu'est la gauche culturelle, eh bien, on estime que non, il n'y a pas d'antisémitisme, on ne va pas porter plainte, puis même si on porte plainte, c'est sous le dossier qui est sous le dossier qui est sous le dossier. Donc évidemment, ça n'aboutit jamais, puisque la mythologie veut que l'antisémitisme soit dans une extrême droite fantasmée. De la même manière que la même mythologie estime que la résistance était de gauche et que la collaboration était de droite, quand en fait la collaboration, elle est au Parti communiste pendant 2 ans, pendant le pacte germano-soviétique. Ça, c'est une mythologie à détruire aussi. Et on en a souvent parlé dans cette émission. Michel Onfray, revenons juste un instant sur ce que demande Emmanuel Macron. Il demande aux forces politiques républicaines de s'accorder pour bâtir une majorité solide capable de gouverner. On va juste écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lui poser des conditions sur une alliance et une majorité de projets. Écoutez-le. Je pense que l'important, c'est la ligne politique et que les gens doivent se retrouver sur cette ligne politique. Je pense que nos critères sont assez simples. Et on ne peut pas créer de nouveaux impôts, on ne peut pas augmenter les impôts en France. Donc toute solution économique qui passerait par l'augmentation de la fiscalité, ce ne serait pas possible. Donc nous pouvons travailler avec tous ceux qui ne veulent pas augmenter les impôts, tous ceux qui ne veulent pas créer de nouveaux impôts. Nous pensons que la redistribution, le pouvoir d'achat, ça passe par le travail et pas par l'assistanat. Ça, je pense que c'est une chose sur laquelle on peut se retrouver. Et puis que nous devons garantir une fermeté extrêmement forte. Il faut réformer sans doute la justice pour une réponse pénale beaucoup plus ferme, c'est ce qu'ont dit les électeurs pendant la campagne, qui viennent de la droite ou de la gauche d'ailleurs. Il faut continuer à réguler très fortement l'immigration, tout en permettant à intégrer les personnes qui se comportent bien sur notre territoire. Et il faut soutenir nos forces de l'ordre. Voilà pour Gérald Darmanin, avec une plateforme d'idées sur lesquelles, effectivement, il pourrait se mettre d'accord, quelques élus de droite, quelques élus de gauche modérés et quelques élus du centre. On est d'accord, Michel Onfray ? Disqualifié, ce monsieur. Il a été élu avec les voix de la France insoumise.
Ça ne gêne pas l'antisémitisme quand il s'agit d'être élu ou réélu. Ça ne gêne pas Ruffin non plus, d'ailleurs, d'être réélu avec ce genre de voix. Alors évidemment, maintenant, il se sépare de Mélenchon. Ça lui a été utile un temps. Quand Mélenchon ne lui est plus utile, il n'est plus mélenchoniste ou mélenchonien, c'est comme on voudra. Moi, je ne vote pas pour le Hamas. Voilà, c'est le sens de mes votes les 2 dernières fois. Je n'ai pas voté pour le Hamas, quels que soient les gens qui se sont associés. J'aurais voté pour un candidat macronien, même si effectivement la chose avait été claire. Le problème, c'est pas de faire barrage à un hypothétique fascisme qui viendrait d'une hypothétique extrême droite, c'est de faire barrage à la réalité d'un antisémitisme qui est revendiqué par Mélenchon. On peut aussi prendre Rima Hassan qui arrive avec un keffier en disant vous avez vu. Hein, c'est ça. Il y a eu également récemment Rokhaya Diallo, je crois, qui a fait savoir que... Sur la photo de famille de la gauche... Ça lui faisait mal aux yeux parce qu'il y avait trop de blanc. Il n'y avait pas de diversité. Et pas assez de noir. Elle a estimé ça en présence d'un Manuel Bompard qui ne disait rien du tout. Je ne sais pas si Manuel Bompard a compris qu'il y a un moment donné, il faudra qu'il laisse la place aussi. Je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon qui, en plus de ça, a l'inconvénient de son âge. C'est un vieux blanc, septuagénaire, et il y a un moment donné où on lui dit déjà un peu, il va falloir que tu laisses la place. Donc les gens qui ont voté pour ça, il faut qu'ils assument. C'est-à-dire que ces gens qui viennent nous dire les républicains, les pas républicains, ils ont accepté le discours ethniciste, ils ont accepté le discours racial, le discours racialiste, le discours antisémite qui a été tenu par le nouveau Front populaire, et ils viennent nous expliquer aujourd'hui qu'il y a un danger pour la démocratie chez Jordan Bardella. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va écouter maintenant Marine Le Pen, qui, elle, dénonce un bourbier où personne ne sait de quel rang sera issu le futur Premier ministre et surtout quelle politique sera menée par le pays. Écoutons Marine Le Pen. Aujourd'hui, on se retrouve avec un bourbier, puisque personne n'est capable de savoir de quel rang sera issu le Premier ministre, quelle politique sera menée pour le pays. Il faut dire que c'est, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une grande réussite de la part d'Emmanuel Macron et de son mouvement. Voilà pour la réaction de Marine Le Pen qui s'est félicitée du fait qu'il y a eu près de 10 millions de Français qui ont mis un bulletin dans l'urne au premier tour pour ses candidats. Ça ne s'est pas traduit en nombre de sièges, évidemment, parce que le Rassemblement national a fortement baissé en nombre de sièges après les prévisions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez ceux qui disent on a volé le vote des Français ? Les Français, ils ont voté. Bien sûr qu'on leur a voté le vote. Non, mais ils ont voté massivement, Michel. Vous votez avec un revolver sur la tempe parce que vous votez vraiment. C'est-à-dire quand on vous dit votre vote va compter pour rien du tout, quand on vous dit votre vote, si c'est un vote Rassemblement national, ce sera un vote nazi, ce sera un vote fasciste, ce sera un vote antisémite, il y a plein de gens qui n'osent pas. Moi, j'entends des gens qui me disent des choses et qui me disent « mais je ne le dis pas autour de moi, je perds mon boulot, je perds mes amis, je perds mes copains, je perds etc. etc. » Parce qu'il y a une espèce de criminalisation de ce parti politique. C'est pas le mien, je dis qu'il est chiracien, qu'il se chiraquise, donc c'est pas mon option. Moi, je suis pas jacobin, je suis girondin. Moi, je suis pour une gauche autogestionnaire, c'est pas mon monde. Mais il y a un moment donné où elle aurait pu faire aussi autrement, Marine Le Pen, en disant le soir où Mélenchon arrive 10 minutes après les estimations, même pas les résultats, après les estimations. Vous étiez sur le plateau, vous savez bien qu'à 8h05, on ne sait pas très bien, quoi. Et là, d'un seul coup, il arrive, il dit on a gagné, c'est normal, maintenant tout le pouvoir, rien qu'à nous, etc. Elle aurait pu faire savoir que pas du tout, que ça pouvait se discuter, et que c'était. Mais ils ont laissé faire Mélenchon, et tout le monde a laissé faire Mélenchon, jusqu'à aujourd'hui, où on découvre que c'est peut-être pas exactement vrai, ce coup d'État médiatique qu'a pu faire Mélenchon quand il a pris la parole pour dire qu'il avait gagné. En revanche, le Front républicain, enfin, soi-disant républicain, a fonctionné. Oui. Et personne ne l'avait anticipé à ce point-là, ni les sondeurs, ni les observateurs de la vie politique. Personne ne se doutait que le Rassemblement national aurait 140 sièges à peu près. Ça existe, ce Front républicain. D'abord, un petit coup de casquette sur les sondeurs. Moi, je fais savoir que quand il y a quelque chose d'important, ils ne le voient pas. Ils n'avaient pas vu Le Pen au second tour. Et ils n'avaient pas vu Jospin non plus. En 2002. En 2002. Et ils n'ont pas vu grand-chose, des choses essentielles. Alors après, ils sont capables de vous dire, il y a ceci, mais en même temps, c'est 2 points au-dessus, 2 points en dessous. On n'est pas très sûr, etc. etc. Donc, d'abord, constater ce genre de choses. Mais il y a eu un tel matraquage. Il y a eu un tel matraquage idéologique. Et il fonctionne, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la jurisprudence François Mitterrand. Ça fonctionne depuis 30 ans. Oui. Culturel, médiatique, associatif. Tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire vous trouvez les libres penseurs athées, et puis en même temps vous avez l'évêché, vous avez le MEDEF, et puis en même temps vous avez la CGT, vous avez... Enfin tout le monde, quoi. Tout le monde y va en nous disant, ce qui importe, c'est quand même de faire un barrage républicain. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, on peut voter pour le Hamas. Il n'y a aucun problème. Voter pour le Hamas, ça c'est vraiment anti-républicain. C'est faire barrage républicain contre le danger. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer un danger qui n'existe pas,
pour pouvoir se jeter dans le danger qui lui existe véritablement. Quand effectivement les décolonialistes vont commencer à compter les Noirs et les Blancs et faire savoir que les Blancs vont pouvoir laisser leur place, y compris Bompard, Mélenchon, Garrido, etc., enfin tous ces gens-là, ils vont faire quoi ces gens-là? Ils diront « Oh, on n'avait pas vu venir les choses ». Moi, ça fait 20 ans que je suis en train de dénoncer le robespierrisme de Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens à l'époque que, j'oublie même son nom, c'était le patron de Libération, enfin peu importe, il était chroniqueur sur CNews un temps, Laurent Geoffrin, qui disait « Où sont les morts ? Où sont les morts ?» On les verra, assez probablement. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit « Vive Robespierre », il nous dit « Vive la terreur, vive la loi sur les suspects ». Vous êtes révolutionnaire, mais vous n'avez pas manifesté assez de zèle. C'est ça, quand même. Le gouvernement de la terreur. Le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire vous êtes accusé, vous n'avez pas le droit à la défense. Un homme qui nous dit « c'est mon modèle », il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne un gentil garçon quelque temps plus tard, qui plus est, quand on lui dit « vive Castro, vive Chavez, vive la Chine qui a envahi le Tibet en 1959, enfin vive le Venezuela qui est effondré, etc. etc. » Je dis depuis longtemps, faites attention. Et des gens qui auront besoin vraiment de se faire mettre à la porte par les décolonialistes qui diront « on s'est bien servi de vous, prise de guerre », comme il a été dit de Jean-Luc Mélenchon maintenant, aux poubelles de l'histoire, eh bien il sera trop tard pour pleurer. Michel Onfray, on va juste écouter Jean-Luc Mélenchon exactement le soir du second tour des législatives, ce que vous évoquiez à l'instant. Le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Il y a déjà eu une fois un président qui ne voulait rien savoir. Eh bien, pour finir, on lui a opposé une formule, il faut vous soumettre ou vous démettre. Voilà. C'est pourquoi il doit reconnaître sa défaite. Je crois que sagement, il est rentré en lui-même, il a renoncé à bavarder ce soir à la télévision publique. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray. Il doit se soumettre ou se démettre, le président de la République. Ouais, c'est Darmanin et son copain. Depuis quelque temps, quand même, ils ont fait la même chose. Si Darmanin a été élu, c'est grâce à lui. Si Ruffin a été élu, c'est grâce à lui. Si Madame Borne a été élue, c'est grâce à lui. Donc, ils sont plus crédibles, ces gens-là. Quand il nous dit j'ai des ennemis, mais votons pour mes ennemis, ce sont des gens pas crédibles. Moi, j'ai souvenir, on aurait pu mettre l'archive parce qu'elle est très belle aussi, d'un Mélenchon rencontrant Macron sur le port à Marseille. Oui. Foireux. En tout cas, très très bienveillant. Le matamor en temps normal, hein, matamor, il faudrait, etc., le tchatcheur total. Et quand il est en présence du chef de l'État, c'est là qu'on voit les grands hommes. On peut dire à ce moment-là, Monsieur le Président de la République, j'ai des choses à vous dire. Il a dit, mais on est des copains, on s'entend très bien, n'est-ce pas, etc. Il y avait une de match qui présentait Nicolas Sarkozy, François Hollande. Vous les voyez ensemble comme ça. On pourrait faire une aussi, où on les verrait, copains comme cochons, en disant, bon, ça se fait sur le dos du peuple, tout ça. Nous, on fait partie de la France d'en haut, quoi. La petite France d'en bas, de toute façon, on va la fasciser. Et puis, dès qu'elle s'exprime, on dira que c'est Adolf Hitler. Et puis, nous, on s'entend. Et puis, finalement, l'important, c'est qu'on soit élu et qu'on sauve nos postes. C'est ça, la leçon. C'est ça la leçon de ce qui s'est passé. Et les Français qui ont été 10 millions à voter pour que tout ça cesse, je pense qu'ils ont de bonnes raisons d'être désespérés. En colère peut-être. Le désespoir n'est pas forcément la colère. Mais si un jour la colère devait advenir, on comprendrait pourquoi le désespoir la prépare. C'est-à-dire qu'ils se disent même le vote ne sert à rien. Mais il ne sert à rien depuis... Mais moi, c'est pendant très longtemps, j'ai dit ça ne sert à rien, donc c'est pas la peine d'y aller. Là, j'y suis allé en disant si vraiment il y a quelques possibilités pour que le chef d'État entende ce qui se trouve dit, alors disons ce que nous avons à dire. Moi, j'avais à dire que je ne voulais pas du Hamas en France. J'avais ça à dire très précisément. Et j'aurais voté, y compris pour un âne, s'il y avait eu quelqu'un qui aurait incarné cette idée qu'il ne fallait pas que le Hamas puisse progresser en France ou que les affidés du Hamas puissent faire des petits en France. Je l'ai dit, j'aurais voté pour un candidat macronien s'il y avait vraiment eu cette association vraiment républicaine. Alors qu'on arrête de nous parler aujourd'hui de la République, de n'importe quel front républicain, parce que la République a bon dos quand elle permet juste des petites magouilles de parti en disant on se déteste mais tu votes pour moi, je te déteste mais je vote pour toi, et puis etc. Puis on se retrouve tous là en train de donner des leçons de démocratie, de république, de droits de l'homme et surtout de fascisme en nous expliquant où il se trouve. Pour ne pas savoir qu'il est très exactement souvent derrière ceux qui disent qu'il est en face. Il y a des appels à manifester, Michel Onfray, la semaine prochaine, autour de l'Assemblée nationale. Ils émanent de la CGT, ils émanent aussi de la France Insoumise. Adrien Quatennens a dit qu'il fallait faire une marche sur Matignon. Sophie Binet de la CGT dit qu'il faut faire pression sur l'exécutif, mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Ça recouvre quoi pour vous ? Le fascisme.
C'est-à-dire que ces gens qui utilisent les mots mal à propos, n'importe comment, qui voient de l'extrême droite partout. Je rappelle que le propre de l'extrême droite, c'est un certain nombre de choses, du fascisme. C'est le refus de la démocratie, c'est le refus du parlementarisme, c'est le refus des élections, c'est l'idée que la politique peut se faire dans la rue, c'est le négationnisme et le révisionnisme. Je renvoie à Roger Garaudy, communiste, négationniste, grand ami du Hamas, de Gaza et de l'Iran, qui sont tous des gens, l'extrême droite, la véritable extrême droite, qui disent qu'effectivement, il n'y a pas eu de chambre à gaz. Comme par hasard, vous avez des gens qui nous disent qu'il n'y a pas eu de 7 octobre. C'est exactement la même chose. C'est pas ce qui s'est passé. Vous vous trompez. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont juste des combattants de la liberté, etc. Et puis d'ailleurs, ils n'ont fait jamais que de répondre à des barbares, qui eux sont les Israéliens, etc., etc. C'est ça qui se trouve dit aussi dans cette aventure. Donc je pense qu'il y a un moment donné où il faudrait qu'on puisse vraiment faire de l'histoire pour que les gens puissent savamment juger. D'accord, de l'histoire, mais à la lumière de quelle expérience, de quelle république, je dirais même quasiment. Il n'y en a qu'une, je dirais. La République, plusieurs, non, au sens étymologique, c'est res publica, c'est la chose publique. La chose publique, ça passe par le peuple. La démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le chef de l'État, dans la Ve République, mais Macron a tué la Ve République. Il l'a tué, définitivement. Il a restauré la 4e République. C'est-à-dire qu'il a instauré la 6e République de Mélenchon. Mélenchon n'a pas compris que sa 6e République, c'était la 4e. Mais c'est le régime, c'est ce que le général de Gaulle appelait le régime des partis, des politici. On va en parler dans un instant. Et le régime des partis, vous avez vu ce que ça donne. Vous avez 3 blocs, et on vous dit, le patron du bloc central, du bloc maastrichtien, nous dit « Ah mais moi je ne veux pas des 2 autres, ils sont de toute façon anti-républicains ». Les anti-républicains sont ceux qui pensent que la politique ne se fait pas dans les urnes, dans la rue, ceux dont vous avez parlé, c'est-à-dire ceux qui nous disent il faut marcher sur Matignon, ceux qui nous disent on va arrêter la France, ceux qui nous disent on va bloquer les trains, ceux qui nous disent on va refuser la décision du peuple souverain. Je veux dire, quand tous les sondages nous disaient Jordan Bardella sera probablement élu Premier ministre, la question de c'est majorité absolue ou majorité relative, vous aviez des gens qui disaient on refusera le résultat des urnes. Qu'est-ce que refuser le résultat des urnes? Être un antidémocrate. Ne sûrement pas être un républicain. C'est même très exactement être un antidémocrate et être un anti-républicain. Donc tous ceux qui refusent les urnes sont des anti-républicains. Macron est un anti-républicain, dans la mesure où il n'écoute pas ce que le peuple lui a dit en disant « personne n'a gagné ». Sous-entendu, je n'ai pas gagné, donc personne n'a gagné. Il a aussi dit que c'est la responsabilité des Français. Le résultat de l'élection. Mais les Français ont dit des choses, il ne veut pas les écouter. Il y a un moment donné où on lui dit « mais regardez, il y a un podium avec 3 places ». Il y a le Rassemblement national, en termes de voix, il y a le Rassemblement national, il y a le Nouveau Front populaire, il y a lui, il est 3e. Donc, il y a un moment donné, le 3e ne peut pas dire « je serai le premier ». Et faites de telle sorte que tout le monde puisse s'entendre pour que je sois le premier. Les gens lui disent depuis très longtemps qu'ils ne le veulent pas comme premier. Donc, il y a un moment donné où, quand on est un bon gaulien ou gaulliste, eh bien, on dit « je me retire, démission ». Alors, on fait une petite pause, mon cher Michel Onfray. On va se retrouver dans un instant sur CNews et Europe 1. On écoutera aussi ce que disait De Gaulle à l'époque sur le régime des partis, très intéressant. Et on va poursuivre sur cette idée que vous avez que cette grenade a blessé les Français, cette grenade qui a été envoyée par le pouvoir. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. Michel, on va revenir sur l'idée que vous avez que cette dissolution, c'était une grenade qui a blessé les Français, mais aussi la Ve République qui avait déjà été amputée, comme vous le dites, par les Maastrichtiens. Expliquez-nous un peu. Oui, parce qu'on a une espèce de culte de ce rouleau sacré qu'est la Constitution de 58, en disant il ne faut pas y toucher, il ne faut pas y toucher. Vous avez même des gens qui sont payés très cher d'ailleurs pour nous dire ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Et on sait très bien que ce n'est pas le respect de la Constitution qui les anime. Cette Constitution, c'est une dentelle aujourd'hui. On a coupé, on a taillé, on a enlevé. Alors parfois on rajoute des choses importantes. Quand le général de Gaulle estime qu'il faut rajouter l'élection au suffrage universel direct en 1962, on peut estimer que s'il s'agit d'ajouter des choses à la Constitution pour la constitutionnaliser plus encore, c'est bien. Quand il s'agit de détruire, de détricoter ou de défaire, c'est pas très intéressant. Et effectivement, pour moi, Maastricht, c'était l'argument des gens qui, à l'époque, étaient les souverainistes de droite ou de gauche, Philippe de Villiers à droite, et puis Jean-Pierre Chevènement à gauche, et puis moi, compagnon des deux dans cette aventure, pour dire qu'il y avait une souveraineté nationale, sans laquelle on ne pouvait pas faire de politique, qu'on donnait une Europe supranationale. La Constitution est morte. C'est-à-dire qu'on arrache le cœur de la Constitution. On peut vous enlever un bras, on peut vous enlever un pied ou je ne sais quoi, c'est même pas le cœur, c'est le cerveau. C'était le cerveau même de la Constitution qui a disparu déjà. Le quinquennat, destruction de la Ve République. Donc là, il y a un moment donné où on se dit arrêtez de faire référence à la Ve République et puis tâchez d'y obéir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le général de Gaulle nous disait que le chef de l'État, il est là parce qu'il porte l'onction du peuple. Le peuple a voté
Et il est ce que le peuple lui demande. Il n'est pas là parce qu'il aurait gagné en mentant, trahissant, en trompant, etc. Et en disant maintenant j'ai tous les droits, je suis Louis XIV. On est au service du peuple et on ne se sert pas du peuple. Alors vous savez quoi, on va écouter Michel Onfray, le général de Gaulle, oui, qui expliquait l'intérêt de la Ve République loin du régime des partis qu'il honnissait. Bien sûr. On écoute le général de Gaulle. Comment peut marcher la Constitution de 58 ? Et comment marche-t-elle ? Elle marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas au parti. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout. Et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien. On en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Une catastrophe nationale. Est-ce qu'on est en pleine catastrophe nationale, Michel Onfray ? Complètement. Oui. La France est ingouvernable, la chose est dite. Je pense que peut-être le vœu secret de tout le monde, là, sauf les macroniens bien sûr, et encore, peut-être les macroniens pensent exactement la même chose, sauf Emmanuel Macron pour le coup, c'est que le président démissionne. C'est-à-dire on va le pousser vers la sortie, c'est-à-dire c'est ingouvernable pendant un an. Mais ça changerait quoi qu'il démissionne ? Eh bien qu'il y aurait peut-être une élection avec un président de la République ou une présidente de la République qui incarnerait véritablement la souveraineté nationale et qui pour le coup pourrait mener sa politique. Et s'il y avait un front républicain, on dirait la même chose après le second tour. On dirait oui, mais non. Ce serait le résultat des votes, et moi je respecte le résultat des votes. Je peux expliquer que le résultat des votes s'est effectué avec des mensonges, avec des travestissements, avec de l'hystérie plutôt que de l'histoire. Je peux expliquer qu'il y a eu un tas d'arguments qui ont été faux, etc. Puis après, si les gens veulent être abusés, eh bien ils sont abusés. Mais ceci dit, ceux qui les abusent, on les connaît. Ce sont ceux que j'appelle les maastrichtiens. Ils ont juste envie de rester au pouvoir. Moi, j'ai longtemps gagné des caisses de champagne à chaque fois qu'il y avait des élections en disant « je peux vous dire qui sera élu ». Je disais toujours, ce sera un maastrichtien, et je gagnais toujours. Alors un maastrichtien de droite, un maastrichtien de gauche, un maastrichtien sympathique, monté sur ressort, un autre plutôt lymphatique, un maastrichtien, etc., etc. Mais finalement, c'est comme ça depuis 1992. D'ailleurs, je ne pense pas que Marine Le Pen ne serait une anti-maastrichtienne. Je pense qu'elle arrive au pouvoir, elle s'est déjà chiracisée suffisamment, elle se chiraciserait plus encore. Enfin, le problème n'est pas là. Je pense qu'il y a un moment donné où le général de Gaulle nous le dit, si on veut clarifier, c'était le mot utilisé par Emmanuel Macron. Clarifier, c'est faire le contraire de ce qu'il fait. Lui, il embrouille. Si on clarifie, on dit « je demande au peuple », le peuple me dit « j'écoute le peuple ». Lui dit « je demande au peuple, vous avez dit quoi ? Vous avez dit ça, ça ne me convient pas, donc je fais comme si je n'avais rien entendu ». C'est pas possible, c'est sûrement pas gaullien, c'est très exactement le contraire du gaullisme. Le général de Gaulle aurait dit « moi je remets mon mandat en jeu ». Soit je démissionne et je m'en vais, soit je démissionne et je me représente, et on refait un contrat, un véritable, et puis ben voilà, on est vraiment dans l'esprit et dans la lettre de la Ve République. Alors il y a un moment donné où on dit, mais la cohabitation n'est pas interdite par la Constitution. Elle n'est pas non plus prévue dans les textes. Parce qu'elle n'est pas prévue, parce qu'elle n'est pas pensable pour le général de Gaulle. Il n'est pas question d'écrire un article en disant, si vous perdez les élections, vous vous en allez. C'est du bon sens, on dit, si vous perdez les élections, ben, vous les perdez, et donc vous remettez votre mandat, puisque finalement on ne vous l'a pas donné, on ne vous l'a pas prolongé. Et il le dit, alors c'est 64 ou 65 cette conférence 65 celle-là. 65, je ne sais pas si dans celle-ci ou dans la précédente de 64. Sur la répartition entre le rôle du Premier ministre, sur la diarchie. Alors on va écouter, parce qu'on a ressorti cette archive de 1964, cette fois-ci, où il explique un peu la diarchie, c'est-à-dire l'équilibre entre le président de la République et le Premier ministre. Écoutez le général toujours. Je ne crois pas non plus qu'il soit normal, ici, de confondre dans la même personne le président de la République et le Premier ministre. Oh, naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de diarchie au sommet, mais il n'y en a pas. Le président est naturellement le seul détenteur de l'autorité de l'État. Il serait foncièrement mauvais que dans les temps ordinaires, la fonction et le champ d'action du président de la République soient confondus avec ceux du Premier ministre. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, en temps de cohabitation, Michel Onfray. Ah non, très exactement. Je rappelle que là, Marine Le Pen a commis une faute en nous faisant savoir que si Jordan Bardella était Premier ministre, le président de la République inaugurerait les chrysanthèmes.
C'est ça. Et que ce serait une fonction honorifique que d'être le chef des armées. C'est Exactement. totalement faux. Ça, c'était une erreur. Ah ben complète. Il n'a pas compris le sens de la Ve République. La nature, l'essence, le sens de la Ve République. Non, le président préside, le gouvernement gouverne. Et le chef de l'État reste le chef des armées. Et c'est tant mieux, c'est ainsi, et c'est tant mieux. Et alors après, c'est pour le meilleur et pour le pire. Emmanuel Macron, là comme ailleurs, fait ce qu'il veut comme il l'entend en matière d'armée. Mais c'est bien que vous ayez pu retrouver cette archive, parce que le mot diarchie dit tout. Il dit on ne peut pas avoir un truc bicéphale, quelque chose qui soit bicéphale à la tête de l'État, c'est pas possible. Donc évidemment, on ne cohabite pas. Giscard, quand il est arrivé au pouvoir, 74, je crois, avait une Assemblée nationale qui n'était pas très assurée, pas très certaine. Il s'est dit, je la garde, je ne vais pas changer, parce que je risque d'avoir Mitterrand en cohabitation comme Premier ministre, et obligé de le prendre comme Premier ministre. Donc il avait envisagé la cohabitation, et lui a envisagé d'ailleurs d'aller se retirer à Versailles. Tout le personnage est dit. Il a gagné les élections, donc le problème ne s'est pas posé. Mais Mitterrand a cohabité, Chirac a cohabité, et plusieurs fois, les uns les autres. C'est-à-dire qu'évidemment, alors chez Mitterrand, ça ne fait pas de mystère, son antigaullisme rabique est connu. Mais chez Chirac, il y a aussi un antigaullisme, il est moins dit, mais moi je défends cette idée qu'il n'a pas été gaulliste, qu'il ne l'a même jamais été. Avec Pompidou, c'est lui qui a fait tomber, et Giscard, et Le Caneux, et ce sont eux qui ont fait tomber le général en 1969. Mais il y avait la possibilité de dire, ben oui, effectivement, j'ai perdu, je remets mon mandat en jeu. Quand le général de Gaulle dissout en 68, après 68, et qu'il y a un raz-de-marée gaulliste, tout le monde aurait dit maintenant je suis conforté, hein, donc vous n'allez pas me chercher. Lui il dit non, ce sont les élections de la trouille. Donc les gens ont eu peur et ils ont voté massivement pour moi parce qu'ils ont eu peur. Je veux qu'on me redise à moi que c'est moi qu'on veut véritablement au pouvoir. Il double, c'est-à-dire bretelles et ceinture. Et il dit je fais un référendum sur la participation au départ, qui était la vraie réponse à mai 68, théorie autogestionnaire et proudhonienne, contrairement à ce que plein de gens peuvent imaginer. La régionalisation qui elle aussi. La décentralisation, c'est aussi proudhonien, mais j'écrirai quelque chose sur Proudhon et De Gaulle un jour. Et il dit, on y va. C'est toute cette droite pompidolienne qui dit, il ne faut surtout pas y aller avec ça, il est devenu cinglé. C'est le geste que fait Pompidou, si l'on en croit la biographie de Lacouture. Il dit, il est devenu fou, il ne faut surtout pas que cette réforme se fasse. Et il s'en va. Et le général de Gaulle commençait. Mais donc, il y a de la grandeur humaine même, ne serait-ce à dire que vous ne voulez plus de moi, je m'en vais. C'est-à-dire j'ai demandé une fois, puis je redemande, pour être bien sûr que c'est moi que vous voulez. Là, on dit, vous m'avez dit 3 fois, 4 fois que vous ne vouliez pas de moi. La preuve, je reste. On a évoqué une erreur de Marine Le Pen à propos de la fonction de chef de l'État. Il y en a eu d'autres pendant cette campagne, notables à vos yeux, de la part du Rassemblement national. Lesquelles ? Oui, une espèce d'impréparation sur les candidats. Je veux dire que moi, dans ma 3e circonscription de l'Orne, il y a eu quelqu'un qui était un candidat du Rassemblement national. On ne savait pas qui c'était, on ne savait pas où cette personne habitait. Il n'y avait même pas une photo d'elle dans la presse locale. Et on disait qu'elle était conseillère municipale dans une ville de la banlieue parisienne, qu'elle avait vaguement des attaches à l'Aigle, qui était une ville de du 3e arrondissement. L'arrondissement où je vis à Caen, il y a une agente immobilière qui s'est fait photographier avec une casquette de SS. Vous dites effectivement que pour tous les gens qui disent que le Rassemblement national est un parti de nazis, de fascistes, etc., on ne peut pas leur donner tort. L'incompétence dans mon village natal où je vote, et puis des gens cinglés. On ne fait pas ça. C'est-à-dire que même si cette dame n'est pas nazie, j'ose espérer pour elle, on ne fait pas ça. Moi, j'ai le casque de mon grand-père de la guerre 14-18 chez moi. Je ne me le suis jamais mis sur la tête pour rigoler. Donc on respecte ça. Et la casquette nazie, on ne la porte pas. Et je ne comprends même pas qu'on puisse être un collectionneur de ce genre de choses-là, des fameux militariats, comme on dit. Mais alors, la porter, se faire photographier en plus, avec un sourire, on se dit, mais c'est pas possible. Donc il y a quelqu'un qui a démissionné, là, qui était responsable de ce genre de choses, parce que c'est son métier, à ce monsieur, d'aller voir ou faire travailler des gens, pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas des gens qui, pour le coup, ne connaissent rien à rien, soit des crétins. On avait aussi des images de gens qui ne savaient pas répondre aux questions que les journalistes leur posaient sur des plateaux de télévision régionale. Effectivement, il y a plein de gens qui peuvent se dire ils sont pas prêts, et puis ils ont des gens pas bien derrière eux. Donc ça, effectivement, c'était des erreurs. C'était évident. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on évoque les erreurs commises par le Rassemblement national pendant cette campagne d'entre-deux tours des législatives. Il y a aussi la question de la binationalité. Le fait que certains postes stratégiques pourraient être réservés à des gens qui n'ont pas la binationalité, ça semé beaucoup le trouble chez les électeurs franco-portugais, franco-italiens. Ça, vous pensez que aussi c'était une erreur ? Alors, ce qui était une erreur, c'est de ne pas assumer cette idée que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'il y a des moments où on peut demander à ce que des gens tranchent entre deux nationalités si un problème se pose. On peut imaginer qu'il n'est pas question de binationalité
dans un régime, je dirais, judéo-chrétien, européiste, où on se dit qu'il n'y a évidemment aucun problème à avoir avec, je sais pas, un Roumain, avec un Suédois, avec un Portugais, avec un Espagnol, avec un Italien. Il n'y a évidemment aucun problème. Il n'y a pas de conflit interidéologique ou civilisationnel. Maintenant, on ne va pas demander à des gens qui seraient franco-marocains de dire si vous voulez être enseignant dans un collège, un lycée ou à l'université, de changer, d'opter pour une nationalité. Ça, c'était défendable aussi. Était également défendable cette idée qu'il y a peut-être 20 ou 30 personnes en France qui détiennent des secrets d'État et que les secrets d'État ne peuvent pas être détenus par des gens qui disposeraient d'une double nationalité. C'est tout. Il y a un moment donné où on se dit conflit d'intérêts. Il a été question de Najat Vallaud-Belkacem. À une époque, elle était quand même conseillère, je crois peut-être même payée, du roi du Maroc, en même temps qu'elle était ministre de la République française. Vous ne pouvez pas être payé par un autre, à vérifier, mais j'ai vérifié. Mais je veux dire, on ne peut pas défendre deux pays quand on nous demande vraiment d'en choisir un. Quand on est enseignant, on peut tout à fait avoir une double nationalité. Mais c'est pour ça que j'ai bien pris le soin de dire qu'il y avait au moins une trentaine de métiers qui étaient concernés par cette question. Et qu'il n'y avait évidemment pas les enseignants, les médecins, je ne sais pas quoi. Que des gens qui détiendrient des secrets d'État. Ça procède de l'armée. C'est déjà le cas, le patron de la DGSI. Et bien voilà, c'était très exactement ça. Mais ça me paraît évident qu'on ne peut pas dire que le directeur des services secrets français ne doit pas pouvoir être franco-algérien, par exemple. Ça me paraît normal. Même si c'est pas parce qu'il est algérien qu'il est suspect. Mais il y a juste un moment donné, on peut dire, faites un acte qui permettrait de savoir quelle est votre loyauté, puis choisir, c'est tout, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un ami qui vit au Japon, on peut pas être franco-japonais, ça n'existe pas. Il y a une petite fille qui, elle est grande maintenant, mais lui, il est français, sa femme, décédée hélas, était japonaise, et bien la petite, elle n'est pas franco-japonaise, elle est japonaise. Et si elle veut devenir, et mon ami, s'il voulait devenir japonais, eh bien, il cesserait d'être français. Il n'y a pas de honte à ça. C'est un problème de loyauté à l'endroit de son propre pays. Il y a une question que je voulais vous poser aussi à propos de la droite, les Républicains, qui a été écartelée, on le sait, entre les deux tours. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, on va dire, le canal historique de cette droite des LR? Quelle tradition politique elle incarne aujourd'hui à vos yeux? Il y a deux LR, il y a deux PS aussi. C'est-à-dire que... Voilà, pareil pour les PS. Mais oui, c'est coupé en deux. C'est-à-dire il y a une gauche coupée en deux, une droite coupée en deux. Il y a une droite maastrichtienne, une gauche maastrichtienne, elles pensent la même chose. Et puis vous avez une gauche anti-maastrichtienne, Mélenchon, et puis une droite anti-maastrichtienne, plus ou moins Marine Le Pen, qui sur certains sujets pensent la même chose en même temps. Et les deux centres, les deux maastrichtiens, pensent la même chose sur des sujets essentiels. Et ils ne travaillent pas, les Républicains. C'est-à-dire quand Éric Ciotti arrive et puis fait une espèce de coup d'État en disant « j'ai décidé que », tout le monde dit « mais moi je suis LR, j'ai rien décidé de tout ça », etc. En travaillant en amont, il aurait dû dire, voilà, moi j'ai une stratégie qui est de couper en deux les Républicains en disant ceux qui veulent travailler avec Emmanuel Macron, parce que 90% des projets sont semblables, vous y allez, et nous on va avoir un logiciel, vous savez très bien que vous me faites plaisir en mettant le général de Gaulle assez régulièrement, mais un logiciel gaulliste ou gaullien, et on a une autre proposition à faire. François-Xavier Bellamy n'est pas la même chose que Toubon, par exemple, ou Juppé. Donc il y a un moment donné où la clarification aurait dû se faire. Après, la stratégie politique n'interdisait pas à Ciotti de dire je vais solliciter les électeurs, les militants, plutôt que les barons qui, eux, veulent tous être chefs de l'État. Un coup Wauquiez, un coup Xavier Bertrand, un coup, etc. On sait bien que ces gens-là n'ont aucun intérêt de la France, aucun intérêt des Français, etc. Mais la carrière... C'est un jugement que je vous laisse. Oui, enfin... Je pense qu'ils ont intérêt je pense que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, par exemple, et les deux ont quitté les Républicains. Oui, et ils les ont avant d'y revenir, quand il a fallu... Mais ils vont changer de nom. Les Républicains mais quand il a fallu devenir candidat au présidentiel, d'un seul coup, ils se sont rappelés qu'un parti, c'était intéressant pour avoir les militants, les couleurs d'affiches, l'argent, les fichiers, ce genre de choses. Les gens comprennent bien tout ça, vous savez, ils suivent les informations et ils regardent, ils ont de la mémoire. Il y a juste un moment donné où si on a un peu de grandeur, surtout dans un parti qui se prétend gaulliste ou gaullien, eh bien on a la possibilité de dire... peut-être avec un François-Xavier Bellamy, c'est philosophe, qui écrit des très beaux livres de philosophie d'ailleurs, de dire, eh bien, et créer un pôle qui sera un pôle structuré, constitué, construit sur un certain nombre de positions. Alors d'un seul coup, on dit, François-Xavier Bellamy, il est contre l'avortement. Et d'un seul coup, il est mort parce qu'il a dit ça. Il y a un moment donné où il faut avoir l'audace de ses... Moi, je suis pour l'avortement, entendons-nous bien. Mais il faut avoir l'audace de ses positions en disant, oui, c'est ainsi. Et puis, je suis contre personnellement, mais si j'y arrivais au pouvoir, on ne toucherait évidemment pas à l'avortement. Ça s'entend, ce genre de choses. C'est un travail que les partis auraient dû faire en amont, ça n'a pas été fait. Qui n'a pas été fait. Donc, si je vous comprends bien, Michel Onfray, il y a trois blocs. Le bloc nationaliste, le bloc maastrichtien et le bloc islamo-gauchiste, pour vous, qui est donc à l'extrême gauche. Tout ça est irréconciliable?
c'est difficilement conciliable, ça me paraît évident. C'est-à-dire que si vous défendez la France, l'Europe, c'est un peu problématique. Si vous défendez l'Europe, la France, c'est problématique aussi. Si vous défendez effectivement Gaza, c'est difficile de défendre. Alors vous pouvez défendre plus facilement l'Europe. C'est pourquoi ils s'entendent et pourquoi ils ont voté ensemble. C'est pourquoi il y a eu ce fameux front républicain. C'est-à-dire que les Maastrichtiens ne sont pas opposés au drapeau palestinien. La politique européenne est très pro-palestinienne. Ça fait des années que nous donnons de l'argent à Gaza, à la Cisjordanie, aux Palestiniens, que l'Europe en donne beaucoup. Ça fait longtemps que les Juifs s'en prennent aussi plein de la figure, contrairement à ce qu'on peut raconter. Et ils sont très inquiets aujourd'hui, on l'a dit au début de l'émission. Je les comprends. Il y a des héros aujourd'hui que je vois porter la kippa dans la rue. Je veux dire, on a une cible quand on se met une kippa sur la tête. J'ai un ami rabbin avec qui j'ai déjeuné l'autre fois, qui avait sa kippa, et puis quand il est sorti, il a mis une casquette, et j'ai eu les larmes aux yeux de le voir être obligé de faire ça. Je lui ai dit après... Il me dit non, moi je suis laïque, je veux pas gêner non plus les gens. Je dis oui, mais enfin, même laïque, tu devrais pouvoir porter ta kippa sans qu'on t'insulte ou sans risque de se faire agresser. Mais voilà, et je comprends que nombre de compatriotes juifs aient envie de partir en Israël pour aller se mettre sous les bombes du Hezbollah parce qu'ils estiment qu'ils sont mieux protégés en Israël qu'ils ne le sont en France. D'accord. Mais ces trois blocs que l'on évoquait, il y en a un qui se radicalise, évidemment, le bloc que vous estimez, celui de l'extrême gauche. Oui. On a eu même l'élection d'un jeune homme qui est fiché S, Raphaël Arnaud. Oui. Écoutez ce qu'il disait lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale. Écoutons-le. Lorsque les gens me rencontrent, ils se doutent bien a priori que je ne suis pas un affreux loustique. Et surtout, c'est ce trouble semé par cette fichesse. En réalité, du coup, je me suis un peu plus renseigné en détail. J'ai notamment regardé la commission du Sénat qui parle de cette fichesse. Il y a 18 stades dans une fichesse, c'est-à-dire que ça peut aller du terroriste jusqu'au militant activiste. Moi, je me doute que c'est plutôt pour mon militantisme que je suis fiché, bien évidemment. Et ça relève encore une fois d'une dérive autoritaire de l'État. Une dérive autoritaire de l'État, dit-il, Raphaël Arnaud. Michel Onfray. Oui, évidemment, ça me paraît normal qu'ils puissent nous dire qu'un fichier S n'est pas un fichier S, que ce sont des gentils garçons qui aiment la nature et qui défendent le bousier en interdisant la construction d'une autoroute et que c'est juste parce qu'ils sont des militants gentils et pacifistes qu'on les poursuit. La police a autre chose à faire en classant des gens à fichier S que d'aller chercher des collectionneurs de hannetons. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire que si la police a décidé qu'il y avait un problème avec la République, c'est que la police estime qu'il y a justement un problème. Donc quand il s'agira de choisir entre la version de ce monsieur et la version de la police, je préférerais, comme souvent, la version de la police. Michel, quel avenir pour la France ? Est-ce qu'on peut terminer sur une note d'optimisme cette émission ? Où est la solution ? Comment vous la voyez, vous, la solution, pour que la concorde nationale revienne d'une façon ou d'une autre? Je pense que la structure psychique d'Emmanuel Macron est ainsi faite qu'il ne changera pas. Et qu'il n'écoute pas, il n'a pas le souci d'autrui. Je ne vais pas dire qu'il n'admire la France ni les Français, vous me reprendriez. Non, voilà, je reprendrai donc on ne pourra pas changer ce personnage à qui il reste 3 années d'exercice du pouvoir. Je ne pense pas qu'on puisse continuer, après que les gens aient fini par comprendre qu'effectivement, voter, ne pas voter, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les votes, quand ils ne correspondent pas à son désir, sont mis à la poubelle, ça va être problématique. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal pendant ces 3 années. Alors d'abord, il y a une année pendant laquelle il ne va pas pouvoir dissoudre. Donc pendant une année, tous les partis politiques vont lui mener une vie dure terriblement. Sauf peut-être Marine Le Pen, qui elle dira « j'attends, et mon tour viendra ». Pendant que les autres diront on y va. C'est-à-dire qu'une stratégie en permanence de arrivons sur Matignon, embastillons le Premier ministre, arrêtons les trains, interdisons les avions, coupons les robinets d'essence, ou ce genre de choses. Il va y avoir tout ça. Il va faire quoi, Emmanuel Macron, pendant tout ce temps-là? Donc je vois ça mal. Je pense que s'il y avait un soupçon de gaullisme chez lui, peut-être, je ne sais pas ce que pense Brigitte Macron. Je ne sais pas ce qu'elle pense, cette femme, de la dérive de son homme, de son mari. Et elle doit être seule, elle aussi, parce que j'ai assez confiance en elle. Je pense que ça me paraît être une belle personne. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans une solitude incroyable et il semble n'écouter personne. Mais il y a un moment donné où il faudrait lui dire, mais pour les Français, pour la France et pour toi-même et pour l'histoire, laisse ta place. Laisse ta place, tu as échoué. Fais confiance au peuple. Quand il dit « Oh, mais moi j'ai confiance au peuple », vous vous souvenez quand il a dit « Il ne faut pas avoir peur d'aller demander au peuple son avis ». Mais après, quand on demande son avis au peuple et que le peuple dit « Bah oui, mais non, on ne veut pas de toi », là il dit « Le peuple s'est trompé. C'est l'époque où vous n'avez qu'à venir me chercher ». Puis quand on vient chercher, là il y a des cordons de police, il y a des choses, on ne peut pas aller les chercher véritablement. Pour terminer, vous citez l'Ecclésiaste, Michel. C'est une merveilleuse phrase. Laquelle ? Malheur à la ville dont le prince est un enfant. C'est un peu terrible. Le cas de notre pays. Eh ben oui. En un mot. Bon. Oui. Bon.
Merci Michel Onfray. C'est déjà terminé. Merci pour cette belle saison qu'on a passée ensemble. C'est moi qui vous remercie. D'en face à Michel Onfray. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Et qui nous regardent, auditeurs et téléspectateurs, Europe 1, CNews. Ils sont de plus en plus nombreux, donc on les remercie du fond du cœur. Et puis on se retrouve à la rentrée. On redémarre une nouvelle saison de Face à Michel Onfray. Avec grand plaisir. Merci à vous, Michel. Très bel été à vous tous sur nos 2 antennes.